Et nous passons à la troisième conférence et la dernière de cette première session, qui sera animée par professeur Adib Ghessem, président de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, chef de service de réanimation à l'hôpital au CHU Mohamed VI de Marrakech, membre de la Société africaine de réanimation, membre de la Fédération mondiale de sociétés d'anesthésiologie. Merci. Donc, on passe à la troisième conférence. Merci. Bonjour. Donc, c'est un énorme plaisir de se retrouver encore et toujours avec la communauté des endocrinologues. Je tiens à remercier le président, Dr Hamdoun, le président de la commission scientifique, professeur El-Gharbi, Hind, tous les organisateurs de l'invitation. C'est toujours un énorme plaisir de venir partager avec vous, d'autant plus que je suis extrêmement imprégné par d'autres raisons. Alors, vous avez vu sur les deux présentations un aspect de prise en charge de l'hyperthyroïdie qui prend du temps. C'est question de semaines, de mois. Ce n'est pas du tout la même approche que je voudrais apporter. Et puis, sur le plan de notre implication. Au fait, vous, endocrinologues, vous êtes confrontés aux crises aiguës thyrotoxiques, mais beaucoup de malades vont faire leur crise en périopératoire. Donc nous sommes confrontés à cette situation, vont se retrouver dans les services des urgences, et donc c'est très important de sensibiliser et de former les urgentistes, les généralistes à cette pathologie, vont se retrouver aussi dans les services, directement dans les services de réanimation. Vous allez voir les tableaux, comment ils sont extrêmement riches et graves, et puis aussi vont se retrouver dans les services de cardiologie, parce que c'est une tempête qui arrive en tachya CFA, en insuffisance cardiaque aiguë. Donc, il y a beaucoup de patients qui vont se retrouver dans d'autres contextes, et vous, endocrinologue, vous allez être sollicité une fois le diagnostic posé. Ou bien, s'il y a une suspicion clinique, on vous sollicite pour demander le bilan pour faire le diagnostic. Alors, je vais illustrer ma présentation par un cas qui a été admis la semaine dernière, qui a été pris conjointement avec nos amis endocrinologues du CHU de Marrakech. Donc, c'est une dame qui arrive en extrême urgence directement au Réa, un J15 du postpartum, qui arrive dans un tableau de détresse respiratoire gravissime, avec une désaturation, avec une tachycardie importante. Et rapidement, l'équipe met de la ventilation non invasive. Vous voyez ici la ventilation non invasive avec les nouvelles modalités qui sont en train d'être administrées. Et ils font une échographie cardiaque au lit de la patiente. Première remarque, cœur pulmonaire aigu, la fraction d'éjection elle est conservée, ce n'est pas un OAP. Il y avait une acide de grande abondance. Sur l'écho aussi, il y avait une péricardite. Et donc, on dit peut-être que c'est une embolie pulmonaire du postpartum. On commence un traitement anticoagulant rapidement, mais ça ne s'améliorait pas et s'aggravait progressivement. Elle a dû être intubée, ventilée. Et puis après ceci, pas particulièrement de stabilisation, et apparaissaient des signes. Fièvre en plateau, qui est un peu discordante avec le tableau clinique, et notamment la biologie qui n'est pas très en faveur de l'infection. Une hypertension artérielle extrêmement rapide avec des doses de l'oxène à 6 mg, beaucoup de choses. Et puis, avant, on a été gêné par cet aspect. Alors là, elle est allongée, intubée, mais quand elle est arrivée, c'était un truc comme des lipomes qui étaient pendants, tombant sur le thorax. On a posé la question à la famille, ils nous ont dit ça c'est congénital, khalqiya. Depuis qu'elle est née, elle était comme ça. Bon, malgré ça, on a essayé d'explorer, on a vu la radio, bon, on dirait une pneumopathie, mais ça ne cadrait pas très bien sur le plan biologique. On fait un ECG, il y a une arythmie complète par fibrillation auriculaire, alors que sur l'écho-cœur qu'on a fait juste avant, il n'y a pas de problème valvulaire.
Et donc, on fait le bilan thyroïdien et ça a pris quand même 2 jours pour arriver. Et on trouve ça. Et malgré ça, on a essayé de chercher une sténose de l'artère rénale, on a cherché des choses. Est-ce que les embolies pulmonaires ou là ou pas, parce qu'il était intubé ventilé gravissime, on ne pouvait pas la déplacer pour le scanner. Et donc, c'est un vrai dilemme diagnostique. Donc, on a quand même retenu un diagnostic prioritaire. On continue à chercher une maladie auto-immune sous-jacente. On a retenu la crise aiguë thyrotoxique. Je ne vais pas revenir sur les signes d'hyperthyroïdie que vous connaissez tous, que la crise aiguë thyrotoxique, c'est particulièrement des éléments cardiovasculaires, de la fièvre. Je vais revenir par la suite sur les critères diagnostiques. Et que chez nous, réanimateurs urgentistes, ce qui nous pose problème, c'est ce storm, cette tempête qui est due à l'adrénaline, qui est la clé de la thyroxine pour la cellule. Maintenant, sur les recommandations, le professeur Koch l'a très très bien dit. Il y a l'ATA 2016, mais c'était trop de littérature. Donc, ils ont précisé les différentes causes qui peuvent survenir. Bon, il y a énormément de causes de thyrotoxicose. Et l'ETA 2018, il nous a renvoyé sur les recommandations japonaises. Et finalement, moi, j'ai opté pour vous prendre comme socle de cette présentation les recommandations japonaises pour plusieurs raisons. La première, parce que ça parle spécifiquement du thyroïde storm, de la crise aiguë thyrotoxique. Deuxièmement, c'est parce qu'ils se sont appuyés sur pas mal d'enquêtes et d'études de grande envergure japonaises et ils ont étudié et l'épidémiologie et les aspects thérapeutiques appropriés. Et troisièmement, par la simplicité, vous allez voir, il y a beaucoup d'algorithmes qui simplifient la prise en charge et qui constituent des guidelines intéressants dans ce contexte. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils se sont appuyés sur des études de grande envergure. Parmi les études, ils ont compilé un nombre important de crises aiguës thyrotoxiques, qui était de 282. C'était une publication de 2012. Et la mortalité, ils ont déterminé clairement que la mortalité est entre 10 et 30%. Donc, c'est une pathologie gravissime, mortelle. La mortalité dans la crise aiguë thyrotoxique, elle survient essentiellement par défaillance multi-organes. Donc ça touche plusieurs organes. C'est une défaillance multi-organes. Secondairement, c'est l'insuffisance cardiaque. Et puis les autres étiologies d'arrêt vont survenir. Cette mortalité, elle a été reliée dans leurs études à un score qui s'appelle le score Apache. C'est un score qui est utilisé beaucoup par les urgentistes et les réanimateurs, qui contient beaucoup d'items, je vais le passer juste après, mais qui ont montré que quand on calcule le score Apache, plus le score Apache est élevé, donc plus la présence de défaillance multi-organes est là, plus la mortalité va monter de façon très très importante. Et donc, si on a un petit score d'APACE, c'est 4% de décès. Si on a plus aux alentours de 30, 34, 75, et plus de 34, c'est 85%. Notre patiente, par exemple, elle est à ce stade-là du score APACE2, donc on s'attend à ce qu'elle soit morte dans 3/4 des cas, malgré qu'elle est toujours vivante ce matin, mais on n'arrive pas à s'en sortir pour le moment. Donc voilà le score APACE. C'est important que la communauté qui est en contact avec les réanimateurs et les urgentistes le connaisse. C'est un peu difficile, il faut faire plein de bilans. Et donc la température, l'oxygénation, l'hématocrite, les bicarbonates, etc. Plus l'âge, plus de points pour le statut d'une maladie chronique existante, et ça nous donne le score. Et donc plus on est élevé dans la page 2, le risque de mortalité est très élevé. La crise aiguë thyrotoxique aussi est responsable de séquelles importantes. Donc, autant de mortalité que de séquelles graves. Et ces séquelles, c'est essentiellement des patients, c'est la majorité, c'est des femmes, qui vont faire des arrêts cardiaques et par la suite vont garder des encéphalopathies post-anoxiques, des dystrophies musculaires, atteintes cérébrales, la fibrillation auriculaire et beaucoup de choses. Donc les Japonais insistent sur la reconnaissance des éléments déterminants et de la sévérité.
Donc, vous en avez parlé depuis tout à l'heure, l'âge, l'ophtalmopathie, des trucs spécifiques à nous, l'albuminie, l'atteinte hépatique, donc c'est les défaillances, au fait. Et puis les facteurs qui déterminent les séquelles des dommages irréversibles, le score de Glasgow, l'atteinte neurologique, et l'urémie. Et les facteurs déterminants de la mortalité, c'est la présence d'une coagulation intraveineuse disséminée, de défaillance d'organes et le choc. Donc ces patients-là, il faut faire attention, il faut rapidement diagnostiquer et rapidement traiter. C'est la clé de la prise en charge. Et comme vous avez vu, c'est des tableaux particuliers qui ne sont pas évidents pour la majorité. Il faut savoir y penser, bien sûr, quand il y a un nodule, rapidement sauter dessus, mais la communauté de cardiologues, actuellement, devant une tachycardie expliquée par une valvulopathie, rapidement, ils vont sur le dosage des hormones thyroïdiennes, etc., etc. Donc il y a beaucoup de circonstances qui vont nous favoriser de le faire. Mais si on ne comprend pas devant un tableau de défaillance multi-organes, il faut y penser, ça viendra dans l'algorithme. Et donc, alors, il y avait sur les critères diagnostiques le score de Birch-Wartowski, qui était décrit depuis les années 2010, que les Japonais ont confirmé, un peu modifié, mais à partir de leurs études, ils ont proposé un nouveau score diagnostique. Et ils ont insisté sur le fait d'associer les deux approches quand on est devant des patients en hyperthyroïdie, d'utiliser les deux scores pour pouvoir faire le diagnostic. Donc ce premier-là, il s'appuie sur la température, les signes cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque, les signes gastro-intestinaux et hépatiques, l'atteinte du système nerveux central et l'existence d'un facteur précipitant, notamment l'infection. Si c'est supérieur à 45, c'est une crise aiguë thyrotoxique. Si entre 25 et 44, obligatoirement associer l'autre score. Et donc, c'est ce qui est proposé par les Japonais. Premier élément, c'est l'existence de l'hyperthyroïdie sur le bilan hormonal. Le deuxième, l'existence de symptômes du système nerveux central, de fièvre supérieure à 38, de tachycardie supérieure ou égale à 30 avec ou sans fibrillation atriale, l'existence d'une insuffisance cardiaque, et ils définissent l'existence d'un choc cardiogénique ou la classification Killip. Je ne sais pas si vous connaissez la classification Killip de l'insuffisance cardiaque, donc soit il n'y a pas de râle, soit des râles au niveau basal, soit des râles multiples, soit le choc cardiogénique qui est le Killip 4. Parce que c'est important de savoir, le traitement, la prise en charge thérapeutique va en dépendre. Le diagnostic, il va être établi sur la combinaison, sur une multiple stades de crise thyrotoxique avec de multiples combinaisons, donc soit une thyrotoxicose avec des signes neurosensoriels ou bien l'association de plusieurs, etc. Et puis l'exclusion d'autres diagnostics différentiels, notamment un infarctus du myocarde, une fibrillation liée à un problème valvulaire, l'infection, une pneumonie évidente, un syndrome malin, etc. Ça va, c'est bon? Et puis, il propose un algorithme simple. Cet algorithme fait que vous êtes, tout praticien va être confronté à des patients qui vont arriver dans des tableaux où il y a de la fièvre, la tachycardie, tout ce qu'on a dit. Il va arriver dans un service de médecine interne, de cardiologie ou d'urgentologie. Et donc, c'est la prise en charge médicale dans l'assessment qu'on a fait l'atelier l'année dernière à la SMEDIA, au Congrès africain à Marrakech. C'est une évaluation systématique, l'airway, breathing, circulation. On doit prendre en charge les organes en priorité, sauver la vie, ce qui est vital immédiat. Et puis, on va chercher, est-ce qu'il y a des symptômes de défaillance multi-organes? Et on se dit, selon notre examen clinique, est-ce qu'on a, est-ce qu'il y a une probabilité de crise thyrotoxique, soit en fonction d'une histoire de base d'eau, une histoire familiale, l'existence d'un goitre ou bien un bruit à l'auscultation, l'exophthalmie, le trémor, la perte de poids ou un facteur déclenchant. Et si on a la moindre suspicion sur ces éléments-là d'anamnèse ou d'examen physique, on va le suspecter et on va, considérer le transfert d'une unité de soins intensifs, 2, faire le bilan thyroïdien. Et là, dans ce bilan thyroïdien, il y a aussi les anticorps à doser,
systématiquement et de première intention. On peut faire de l'échographie. Quand il y a une thyroïde destructive, les anticorps ne constituent pas un élément important. On va se retrouver, soit c'est normal, ben on va chercher une autre étiologie, soit on a une augmentation, et donc c'est une crise thyrotoxique. Et dès qu'on a cet élément de crise égothyrotoxique, ça veut dire réanimation. C'est le message le plus important. Une suspicion de crise égothyrotoxique ou un diagnostic de crise thyrotoxique, c'est des malades qui doivent être pris en charge en réanimation. Et on va voir pourquoi. Ça vous va? Donc, crise égothyrotoxique, c'est une urgence vitale où il y a du choc, où il y a de la CIVD et doivent être traités en réanimation. Il faut traiter les patients en fonction du score Apache. Le score Apache est important à considérer. Et on va commencer un traitement. Premier élément du traitement, c'est le traitement de antithyroïdien, qui va se composer du refroidissement externe, physique et du paracétamol. Le méthimésol ou carbimazole, l'iode ou l'équivalent dans une solution Lugol, et les corticoïdes, 300 mg par jour. Si pas d'amélioration en 24-48 heures, on doit penser aux échanges plasmatiques, et je vais revenir par la suite aux échanges plasmatiques. Sur l'autre côté, on va faire toute la réanimation nécessaire, on va calculer la PASH, et on va admettre en réanimation dès que la PASH est supérieure ou égale à 9. C'est le trigger du score Apache. Et là, le traitement, y compris en réanimation, c'est un traitement multispécialiste. Tout le monde a sa place. Tout le monde doit intervenir. Vous voyez ici la pathologie sous-jacente, donc pourrait avoir besoin de spécialistes, notamment l'infectiologie. L'état de conscience, ça peut impliquer les neurologues, et parfois il y a des AVC concomitants. La tachycardie et ses complications d'insuffisance cardiaque, c'est les cardiologues. Ça aussi. Beaucoup d'insuffisance hépatocellulaire dans les formes les plus graves et dans les défaillances multiviscérales, et c'est ce qui explique l'acide chez notre patiente. L'acide, au fait, elle est expliquée par deux mécanismes, et l'hyperthyroïdie elle-même, et éventuellement un tableau d'Anazark et l'atteinte hépatique. Et donc, c'est les gastro-entérologues, et d'autres complications, les néphrologues, etc., etc. Donc, pour la facteur déclenchant, il faut traiter la cause. Pour le neurologique, je vais revenir sur l'algorithme. Pour la tachycardie aussi, je vais revenir sur l'algorithme. Voilà. Le bilan devant ces patients-là, il doit être extrêmement exhaustif. Il va se baser sur de l'imagerie, radio, scanner et j'en passe, et sur de la biologie contenant beaucoup de choses qui sont intégrées dans le score d'Apache et le bilan thyroïdien. Et bien entendu, dès que le diagnostic est fait, la base du traitement étiologique est là. Je pense que je suis dans les temps. La fièvre, on l'a dit, c'est important. Puisqu'il y a de la fièvre, il ne faut pas exclure l'infection aussi facilement que ça, même si le diagnostic il est posé. Donc il faut aller faire de la CRP, faire de la procalcitonine pour voir si c'est une étiologie bactérienne, faire des prélèvements multiples. D'ailleurs, notre patient, on a fait tous les prélèvements du monde, tout était stérile. On refroidit, et avec cet argumentaire en ensemble, si on a une forte suspicion d'infection, on va traiter en fonction. Si on n'a pas de signe d'infection, c'est la thyroïde qui est à l'origine. Concernant les problèmes neurologiques, alors, ils ont proposé un algorithme pour la prise en charge. Donc, quand il y a une agitation, un délirium ou psychose, pratiquement la majorité de ces médicaments n'existent pas au Maroc. Ce qui existe, c'est l'allopéridol, et on l'a par voie orale. Alors que l'idéal, il devrait être administré par voie intraveineuse. S'il y a le coma, c'est tout ce qui est réanimation, ventilation mécanique. Et s'il y a
une convulsion dans le cadre de la cardiothyréose et la crise aiguë thyrotoxique, le médicament de première intention, c'est le diazépam. S'il y a persistance ou état de mal épileptique, c'est la phosphophénitoïne qui n'est pas disponible chez nous, qui est proposée. Donc on va se rabattre sur le phénobarbital finalement. Maintenant, sur le plan cardiologique, donc, le traitement va être indiqué quand on a une fréquence cardiaque supérieure à 150. D'ailleurs, classiquement, ce que définit chez l'adulte une tachyarrhythmique, c'est ce chiffre-là de 150. Dès qu'on a une tachycardie supérieure à 150, on ne l'appelle plus tachycardie, on l'appelle tachyarrhythmie. Et dans ce cas-là, on va se retrouver dans plusieurs possibilités. On va utiliser en première intention les bêta-bloquants. Eux, ils ont mis l'andiodol, mais c'est pareil que l'esmolol. L'esmolol commence à être introduit au Maroc. Sinon, à défaut, on peut utiliser le propanolol, malgré il n'est pas recommandé dans ces guidelines, mais il n'est pas contre-indiqué. Et puis, si on a une fibrillation atriale associée, il faut considérer les digitaliques, qui n'existent pas non plus au Maroc sous forme injectable. On est très limité dans... Toujours penser à la cardioversion dans les situations où la tachyarrhythmie est responsable d'une symptomatologie grave. Choc, douleur thoracique, œdème aigu du poumon. Ça permet de contrôler rapidement et de pouvoir sauver beaucoup de patients. D'ailleurs, c'est la deuxième, troisième cause de mortalité chez la crise aiguë thyrotoxique. Et quand on fait ce traitement-là, en bêta-bloquant, on doit viser une fréquence inférieure à 80 battements par minute. Dernier point dont je vais parler, c'est dans certaines situations, on sera obligé d'utiliser l'amiodarone si on n'arrive pas à gérer la situation. Et puis, l'anticoagulation est recommandée, pas seulement dans le cas de fibrillation atriale, recommandée à chaque fois où il y a une insuffisance cardiaque, de l'hypertension, la supération à 75 ans, le diabète. Donc finalement, notre patiente, nous, le fait de l'avoir anticoagulance, disons que c'était une embolie pulmonaire, était une bonne chose pour elle. Bon. Maintenant, on n'a pas encore éliminé l'embolie pulmonaire. Alors ça relève de la réanimation lourde. Il faut monitorer de façon lourde soin de gaz, débit cardiaque. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Et c'est en réanimation que ça se passe, mais ça se passe en collaboration avec le cardiologue pour les choix thérapeutiques. Et puis, quand on a une atteinte hépatique, pensez aux échanges plasmatiques. En fait, les échanges plasmatiques, ils sont très, très, très importants. C'est quelque chose qui est en train de révolutionner la médecine. Ça permet de filtrer le plasma et donc d'éliminer tout l'excès des hormones thyroïdiennes. Non seulement ça, mais toute la cascade inflammatoire qui est derrière. Donc, beaucoup de médiateurs vont être filtrés et éliminés. Et il y a des études qui ont montré sur une compilation de case reports l'efficacité. Mais malgré ça, il y a des cas de mortalité malgré l'utilisation des échanges plasmatiques. Et donc, les Japonais ils recommandent l'utilisation des échanges plasmatiques de façon indication absolue s'il y a une atteinte hépatique. D'ailleurs, maintenant, on a éliminé pour les hépatites fulminantes, les hépatiques sévères, on a éliminé le système Mars qui était utilisé et on a transformé, pratiquement toutes les équipes utilisent des échanges plasmatiques actuellement. Et l'indication relative, c'est quand on ne contrôle pas au bout de 24-48 heures ou bien on a un effet indésirable. L'équipe du professeur Ansari et du professeur Mrari, je pense qu'ils ont présenté dernièrement, ils ont eu un cas qui était hospitalisé en réanimation médicale d'une patiente qui avait une allergie au carbimazole. Et puis, il a eu le propioturacil, il a eu une allergie. Et puis, il revient dans un tableau de crise aiguë thyrotoxique. Et ils ont fait des séances d'échange plasmatique en réanimation médicale. Et la patiente s'en est sortie sans séquelles. Elle est en très bonne santé. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des premiers cas décrits d'utilisation des échanges plasmatiques dans les crises aiguës thyrotoxiques. Ces échanges plasmatiques, c'est une technique qui est facile. Avant, c'était très compliqué. Maintenant, il y a soit dans les réanimations des machines qui existent dans le cadre de l'hémofiltration et la dialyse, soit des petites machines de filtration que beaucoup de sociétés utilisent pour la détoxification, pour les sportifs, pour des choses. Et nous, on l'utilise pour certains cas. Ça marche très, très bien. Alors, je vous conseille, introduisez ça dans votre pratique. Il y a des guidelines qui sortent tous les 3 ans
d'une société internationale de plasmaphéreses et il donne toutes les indications des échanges plasmatiques. Il vous dit, par exemple, pour chaque pathologie, l'exemple ici, le thyroid storm, voilà l'incidence, voilà la procédure qu'il faut, est-ce que c'est un plasmaphérèse simple ou échange plasmatique, voilà le grade de recommandation, c'est quoi la pathologie, c'est quoi le justificatif et le rationnel de l'utilisation des échanges plasmatiques, et voilà les modalités techniques qu'il faut utiliser, combien, à quel rythme, ici tous les jours pendant 3 jours, et comment on va substituer le plasma par de l'albumine et par du plasma frais congelé. Et donc c'est très facile, vous pouvez gérer ça très très facilement. Voilà, je suis... Attends. Donc la crise aiguë thyrotoxique est une urgence vitale. Et donc très très important de faire un diagnostic très rapide et commencer un traitement étiologique très rapidement. Sa caractéristique principale, c'est que c'est une défaillance multiviscérale. Donc elle doit être prise en charge dans des structures adaptées, idéalement de réanimation. Et ça nécessite autour de ces patients-là une expertise et une prise en charge multidisciplinaire, impliquant les endocrinologues, les cardios, les neurologues, les hépatologues, les urgentistes, les réanimateurs, voire autres si besoin. Et il faut un traitement médical complet et très avancé, c'est des défaillances graves, donc un type de monitorage dédié, spécifique. Et forcément, les guidelines comme ça, avec des algorithmes aussi clairs, vont être extrêmement utiles et doivent être utilisés par nous tous. Merci à vous. Merci, professeur Al-Adib, pour cette présentation très pertinente, pour gérer une situation très stressante et heureusement rare en pratique.